Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. L'Europe dispose d'une loi sur l'intelligence artificielle. Mais est-on sûr, comme le prétendent ses rédacteurs, qu'elle protège vraiment ses concitoyens contre les abus de l'IA ? La loi existe donc, mais il manque une directive pour garantir en pratique nos droits. Pour en parler, je reçois Alexandra Iteanu, avocate spécialiste de ces questions. Bonjour Alexandra Iteanu. Bonjour. Allez, très rapidement, cette loi de l'IA européenne, elle dit quoi en gros ? Alors l'IA Act, c'est un règlement qui est entré en vigueur en juin 2024 et qui est la première réglementation mondiale qui encadre l'usage des systèmes d'intelligence artificielle avec des obligations qui vont être notamment imposées aux fournisseurs de ces systèmes d'intelligence artificielle. Ouais. Donc elle voit plutôt les risques et nous protège, nous les citoyens, c'est ça ? Alors effectivement, c'est une réglementation qu'on appelle éthique, qui est faite sur différents risques. Donc il y a des IA qui sont considérées comme interdites, notamment les IA de notation sociale, etc. Il y a des IA qui sont considérées comme à haut risque, comme par exemple la biométrie. Et puis il y a des IA qui sont considérées comme à moindre risque, comme les deepfakes ou les ChatGPT, Ah ouais, en fait, etc. c'est un classement. Donc c'est un classement par les risques. Et on a des obligations en fonction d'où on est classé, c'est ça ? Totalement. Il y a des obligations de plus en plus renforcées, plus on est une IA qui est considérée comme à risque par ce règlement-là. Alors là, sur l'encadrement, vous le trouvez satisfaisant par rapport à la loi ? D'un point de vue déjà théorique dans le texte de loi ? Alors d'un point de vue théorique, ce qui est satisfaisant, c'est que c'est la première loi au niveau mondial et puis que ça assoit notre vision, la vision européenne de l'IA et des droits et libertés des citoyens européens. Donc c'est important. On est vraiment dans la protection des citoyens européens quand on parle d'IA, à la différence de certains pays comme par exemple aux États-Unis où on va favoriser l'innovation au détriment parfois des droits et libertés des citoyens. Quand vous dites protection, c'est-à-dire vraiment c'est la protection de mon intégrité informationnelle, quoi. Exactement. Donc de mon intimité. Exactement. Il y a des obligations de transparence qui vont être imposées à ces fournisseurs d'IA. Il faudra notamment, quand il y a des images qui sont générées par ces IA, il faudra que ce soit écrit, que c'est des images qui sont générées par des IA. Donc il y a vraiment des obligations de transparence qui vont protéger les citoyens et qui vont les avertir quand ils sont en présence ou non d'une IA. La transparence jusqu'à connaître leur algorithme ou pas ? Alors là, ça a été une grande question, notamment pendant la rédaction de ce texte. Et puis, ce qui a été opposé à ça, c'est le secret des affaires, évidemment, du côté des fournisseurs d'IA. Et donc, il y a une obligation d'explicabilité qui est écrite dans le règlement, c'est-à-dire qu'il faut expliquer ces algorithmes, mais évidemment, on ne va pas jusqu'à ouvrir totalement la machine. Il me semble que le règlement parle de résumé de la manière dont fonctionne... C'est de l'explication, voilà, totalement. Cette IA. Et pas forcément public. Il faut que ce soit porté à la connaissance, effectivement, des gens qui seront concernés et qui en font la demande, et pas de manière totalement ouverte. D'accord. Donc, il y a cette loi-là, mais vous, avocat, vous considérez qu'il fallait un autre pilier, c'est-à-dire pour concrétiser concrètement nos droits, ça devait être une directive. Il devait y avoir quoi dans cette directive ? Effectivement, parce que le droit, il ne peut pas fonctionner sans responsabilité. La responsabilité, c'est ce qui va permettre aux citoyens, quand ils subissent un préjudice, d'obtenir réparation. Et puis ça va permettre aux entreprises aussi de ne pas commettre de fautes. Et donc, quand on a un texte comme l'IA Act qui ne parle pas de responsabilité, c'est quand même un problème aujourd'hui, parce qu'on se demande comment est-ce qu'un citoyen qui va subir un dommage va pouvoir obtenir réparation sans cette responsabilité. Et donc, c'était le but de cette directive qui datait du 28 septembre 2022, qui organisait la responsabilité, notamment de ces fournisseurs de systèmes d'IA, pour aider le juge, en fait. Parce que tout est une question d'aider le juge pour, justement, dire qui est fautif ou non. Donc, on est d'accord, ce sont des gens qui ont réfléchi sur l'IA Act, le règlement, et en parallèle, à partir de 22, ils réfléchissaient aussi sur une application concrète pour protéger nos droits. Notamment, permettre aux juges d'aller chercher les preuves. Totalement. Ce projet de directive avait deux obligations majeures au sein de son texte. La première, il permettait au juge national, donc au juge français, d'obliger le fournisseur du système d'IA d'apporter les preuves pertinentes. C'était la première obligation. Et la seconde, c'était ce qu'on appelle une présomption de l'incausalité, c'est-à-dire de lier le préjudice à la faute. Ce qui est très compliqué avec les systèmes d'IA, parce qu'on sait que c'est des systèmes qui sont très opaques. Il y a souvent une chaîne importante de sous-traitants. Donc quand on est, nous, victimes d'un système d'IA, comment est-ce qu'on peut prouver, au final, que notre préjudice est en lien avec une faute, la faute de ce fournisseur de système d'IA. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de droit réel. Aujourd'hui, cette directive a été retirée
par la Rappelez-nous Commission comment. européenne. Alors, c'est intéressant de refaire la chronologie quand même. En janvier 2025, il y a un communiqué qui a été publié par les lobbies de la tech, donc notamment Google, Amazon, etc., qui justement militait pour le retrait de cette directive, de ce projet de directive, en disant que ça faisait une surréglementation au niveau européen. Suite à ça, il y a eu le sommet de l'IA, donc en février Organisé 2025, par le président de la organisé République. par le président Macron. Voilà, au Grand Palais, donc ce grand raout. Exactement, au cours duquel il y a le vice-président américain qui a tenu un discours... Vance, Exactement, qui a tenu un discours un peu offensif, oui. en disant que c'était une censure, cette IA Act, et qu'il était contre cette surréglementation de l'IA. Et quelques jours après, dans le programme de travail de la Commission européenne, qui est sorti en février 2025, discrètement, à l'annexe 4, on remarque au point 32, donc un petit point, que ce projet de directive a été retiré pour cause d'accords non prévisibles. Alors, ça veut dire quoi, d'accords non prévisibles? C'est-à-dire qu'ils sont sûrs de ne pas s'entendre entre eux. Donc, ils se sont entendus entre eux pour faire le règlement, mais ils ne pouvaient pas s'entendre pour faire l'application concrète. C'est étrange comme... Oui, totalement. On sent bien sûr qu'il y a des considérations politiques derrière tout ça et qu'aujourd'hui, au final, on se retrouve avec un système, avec une réglementation qui est très belle, qui a des beaux principes, etc., mais qu'il va être difficile d'appliquer en pratique pour les citoyens européens. Alors, en pratique, c'est-à-dire pour vous aussi. Concrètement, est-ce que vous pouvez vous appuyer sur le règlement? Est-ce que c'est suffisant pour défendre éventuellement vos clients? Alors non, ce ne sera pas suffisant puisque le règlement ne parle pas de responsabilité. Il va falloir qu'on s'applique sur le droit français et notamment sur un article du Code civil qui est très connu, qui est l'article 1240, sur la responsabilité, qui est un article qui est vieux, qui date du début du 19e siècle, et qui dit justement que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage s'oblige à le réparer. Donc il va falloir prouver que la victime a subi un dommage, que le fournisseur a fait une faute et qu'il y a un lien entre cette faute et ce dommage. Et ça va être très compliqué si on n'est pas aidé par des présomptions de causalité ou par des obligations d'ouvrir d'une certaine manière la boîte noire qu'est le système. C'est difficile aussi de trouver le fournisseur. Enfin, Totalement. Qui vous allez viser, les géants de la tech, ou vous allez plutôt viser celui qui a imaginé l'algorithme de l'intelligence artificielle? C'est le problème d'absence de texte sur la responsabilité, parce qu'au final, qu'est-ce qui va se passer si on n'a pas de réglementation sur la responsabilité? C'est le contrat qui va gouverner au final ces questions de responsabilité. Et ces contrats, ils sont rédigés non pas en faveur de la victime ou pour la victime, ils sont rédigés par ses fournisseurs américains. Ouais. Ces fameuses conditions d'utilisation. Les terms of use. Absolument pas, où on met oui, parce qu'on n'a pas envie de lire tout ça quand on utilise l'IA. Et pour vous, il y a un autre problème, c'est justement, vous venez d'en parler, c'est la question de souveraineté. Pourquoi? Parce que la souveraineté, justement, en tout cas dans la définition juridique qu'on en fait, c'est le fait de pouvoir imposer à un fournisseur étranger notre loi et notre juge national. Et quand on est face à ces conditions générales d'utilisation, à défaut de loi qui est au-dessus de ça et qui leur impose justement à ces gens-là notre juge et notre loi, c'est ces conditions générales qui vont imposer leur juge et leur loi. Et notamment dans les conditions générales de ChatGPT, le juge désigné, c'est le juge californien. La loi désignée, c'est la loi californienne. Donc, je n'aurai pas le choix. Si j'ai un problème avec ChatGPT, je suis obligé de passer par la Californie. Ça veut dire qu'il va falloir aller chercher un avocat là-bas et donc aller devant le juge californien, à défaut de réglementation qui est supérieure. Est-ce que je ne peux pas m'appuyer sur le RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données? Alors effectivement, mais pour s'appuyer sur le RGPD, il faudrait qu'il y ait des données à caractère personnel qui soient impliquées. Donc effectivement, on a d'autres textes et d'autres alternatives qui existent, mais il faut que ce soit donc un dommage qui est en lien avec vos données personnelles, ce qui n'est pas toujours le cas. Je prends par exemple l'exemple d'une voiture connectée. Si vous avez un dommage, ce n'est pas forcément vos données personnelles qui sont impliquées si vous avez un dommage physique. Il va falloir aller chercher une autre forme de responsabilité. Ou un logiciel de dosage de médicaments qui donne le mauvais dosage de médicaments à cause d'une IA. Tout ça, ce n'est pas forcément lié à vos données à caractère personnel. Donc si vos données à caractère personnel ne sont pas impliquées, vous ne pourrez pas évoquer le RGPD. Il y a le droit aussi d'auteur. Là, on peut attaquer là-dessus. Totalement. Il y a le droit d'auteur. Donc si effectivement une IA fait une contrefaçon de votre œuvre, il est possible effectivement de se fonder sur le droit d'auteur et donc du code de la propriété intellectuelle. D'accord. Vous pensez qu'on va en rester là? Parce que l'Europe est considérée comme beaucoup trop bureaucratique, que ce serait un frein à l'innovation. C'est quoi votre position là-dessus? Faux prétexte? Pour moi, c'est un faux prétexte. On n'est pas sur Le problème, c'est pas de la surréglementation, c'est de la clarification pour moi. C'est que ces textes-là, la responsabilité, c'est un enjeu majeur en droit. Sans ces responsabilités-là,
sans encadrer cette responsabilité-là, le droit ne sert à rien d'une certaine manière. Le droit, il ne marche que s'il y a un écosystème, que si on permet au juge de comprendre techniquement ce qu'est une IA et si on lui donne les moyens de pouvoir justement avoir les preuves pour rendre responsables les bons responsables. Sinon, on va passer à côté de la responsabilité. Donc, c'est un faux prétexte de dire qu'on empêche l'innovation ? C'est un faux prétexte de dire qu'on empêche l'innovation, en tout cas quand on supprime un projet de directive comme celui-ci. Il y a quand même un bureau européen de l'intelligence artificielle qui était dans le règlement, donc il existe depuis février 2024. Ouais. Il sert à quoi alors ? À enregistrer juste les plaintes Alors, les plaintes, ils se feront au niveau national, de toute façon, ça ne sera pas au niveau de ce bureau. Ce bureau, il est là pour édicter, on va dire, des lignes directrices et des grands principes et d'interpréter cet IA Act qui est quand même assez lourd et conséquent. Mais pour autant, est-ce qu'on va aller vers un peu plus de débureaucratisation de l'intelligence artificielle ? Est-ce que c'est votre crainte aujourd'hui ? Ma crainte aujourd'hui, effectivement, c'est qu'on soit gouverné non plus par nos lois, mais par les conditions générales de ces grandes plateformes. Et c'est le problème si on supprime des textes comme celui-là, qui sont des textes pour moi majeurs. Merci beaucoup Alexandra Iteanu pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.